Bienvenue sur Télé Bilingue en ce mercredi 2 avril. Voici ce qui fait les titres de notre info d'aujourd'hui. Les 3 premiers candidats à la mairie de Granges sont connus. 2 femmes et 1 homme sont en lice pour le moment pour succéder à François Scheidegger. La semaine prochaine, le centre de la montagne de Douane ouvrira à nouveau ses portes pour accueillir cette fois des personnes en situation de demande d'asile. Les préparatifs vont bon train. Et les nouveaux compteurs électriques intelligents devraient nous permettre de mieux gérer notre consommation électrique. Les fournisseurs d'énergie de la région en installent depuis l'année dernière. En mai, la commune de Granges devra élire son nouveau conseil municipal de 15 membres. Puis, en juin, il faudra élire quelqu'un pour occuper le siège de maire de la commune. Après 3 législatures, le maire actuel, François Scheidegger, a décidé de ne plus se représenter. Pour l'instant, 3 candidats sont sortis du bois pour lui succéder, 2 femmes et 1 homme. De qui s'agit-il et quelles sont leurs motivations? Barbara Rely les a rencontrés pour nous. La socialiste Angela Coumer siège depuis 12 ans au conseil municipal de Granges. Elle veut une ville à caractère très social. Si elle devenait maire de Granges, ce serait sa priorité. Ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'éducation et le social. J'ai 2 enfants et je vois que les écoles devraient absolument être modernisées et que tous les jeunes devraient avoir de bonnes solutions pour poursuivre leurs études après l'école obligatoire. Pour cela, il faut plus d'investissements et arrêter avec les baisses d'impôts. Patrick Crozat, des Verts libéraux, siège depuis 3 ans au conseil municipal. S'il devenait maire de Granges, son slogan serait « On fait le ménage », notamment avec les déchets. Par exemple, les décharges d'ordures que nous avons autour de la ville, c'est vraiment une mauvaise carte de visite pour Granges. Il se serait facile de débarrasser tout ça. C'est sûr, cela coûterait quelque chose, mais en tant que commune, nous devons faire en sorte de facturer ces frais aux responsables de ces déchets ou aux propriétaires fonciers. La 3e candidate, la libérale qui est également responsable de la promotion économique de Granges et de Bettelard, a elle aussi des objectifs très clairs. Si elle était maire, elle se concentrerait tout d'abord sur les impôts. Je m'engagerai pour qu'on puisse baisser les impôts et qu'on ne puisse plus les augmenter, donc avoir une politique fiscale modérée à Granges. Quand on lui demande ce qu'elle ferait autrement que son prédécesseur et camarade de parti, François Scheidegger, qui a été maire pendant plus d'une décennie, elle répond diplomatiquement. Fondamentalement, je continuerai à suivre cette voie tracée par la pensée libérale, qui a apporté beaucoup de bonnes choses, mais à ma façon, avec le soutien des partis bourgeois. Un thème sur lequel nous travaillons déjà, c'est de mettre plus en avant les processus de participation de la population sur les grands projets à venir. Les autres candidats se montrent plus critiques. Nous devons laisser tomber notre politique de roi du village à Granges. Quand je vois comment se prennent les décisions politiques à Granges, ça me fait dresser les cheveux. Je suis un membre de l'exécutif de la ville de Granges et j'apprends des nouvelles comme l'achat du cinéma Palace, que je trouve bien d'un point de vue stratégique. Mais je dois apprendre cette décision dans le journal comme n'importe quel citoyen de Granges. C'est juste inconcevable. J'aimerais travailler en plus étroite collaboration avec la population. Il y a beaucoup de sujets qui sont juste administrés, dont il ne sort rien de constructif. Je veux vraiment inclure la population et travailler avec tout le monde. Qui reprendra la mairie de Granges? Le peuple en décidera le 29 juin. Si d'autres candidats désirent se lancer dans la campagne, elles et ils peuvent le faire en s'annonçant à la ville jusqu'au 26 mai. L'ancien centre de vacances de la montagne de Douane va accueillir de nouveaux résidents provisoires dès la semaine prochaine. Il s'agit de personnes en attente de traitement de leur demande d'asile en Suisse. Le centre pourra héberger jusqu'à 144 personnes. Pas facile d'organiser la logistique d'accueil pour assurer, entre autres choses, une bonne cohabitation, la scolarisation des enfants ou encore des transports publics vers des lieux parfois fort éloignés. Quelques jours avant l'arrivée des nouveaux résidents, on s'affaire à la montagne de Douane pour que tout soit prêt pour les accueillir. Laurent Blanchard nous a rapporté des images de ces préparatifs. Une dizaine de salariés de la Croix-Rouge bernoise s'affairent dans la réserve ce matin. En tout, 7 palettes à décharger. Papier toilette, savon, etc. C'est énormément de travail, mais on est une bonne équipe. Le centre
peut accueillir jusqu'à 144 personnes. On ne connaît pas encore le nombre de requérants placés ici la semaine prochaine, mais le personnel se tient déjà prêt. Donc là, les préparatifs continuent. La préparation des starter sets, de la literie. Chaque demandeur a droit à la même dotation. Alors une casserole avec une autre petite casserole dedans. On a 2 poêles, des ustensiles pour cuisiner. Les demandeurs d'asile passeront ici entre 6 mois et 1 an. Le but, faire qu'ils se sentent comme chez eux. C'est un centre d'intégration, ça veut dire que les personnes, ils ont un statut qui leur permet dans la plupart des cas de pouvoir rester en Suisse. Il faut les intégrer, il faut leur apprendre la langue, il faut voir qu'ils puissent être de nos concitoyens le plus vite possible. Cet ancien centre de vacances dispose de tout le confort, réfrigérateur privatif. On a les cuisinières. Le lieu vient d'être équipé pour la circonstance. Ça vient d'arriver, oui. C'est les standards des hébergements collectifs. Ici, vous pouvez voir une chambre. Donc c'est une chambre qui est standard, toutes les chambres sont identiques. On a des chambres à 6 lits avec la salle de bain. Et pour certains, une vue incroyable sur le lac de Bienne. C'est très rare d'avoir des endroits comme ça. On a souvent des centres qui sont plutôt du côté montagneux, disons, mais avec un cadre aussi exceptionnel, c'est la première fois. Un service de bus également gratuit pour la population reliera le centre du village. Les enfants y seront scolarisés et une certitude, le canton misera sur la mixité. Si possible, on mélange les différentes ethnies, on mélange les groupes pour que justement il n'y en a pas un de ces mouvements de groupe qui peut se créer ou justement des différents silos qui pourront se faire. Ça, on veut éviter à tout prix. Le canton a déjà de l'expérience. Il accueille 12% des migrants attribués en Suisse. Cela représente 22 000 personnes. Et nous passons dans le canton de Fribourg qui affiche des comptes positifs pour l'année 2024. Les comptes cantonaux affichent en effet un petit plus de 1 million de francs, ceci malgré le fait que, comme en 2023, les dépenses ont dépassé les recettes. C'est donc grâce à la dissolution de provisions que ce résultat a été obtenu. Pas d'euphorie donc pour le Conseil d'État fribourgeois qui va continuer de gérer ses finances de manière prudente et prévoyante, comme il le communique. Votre compteur électrique est-il déjà intelligent ? Actuellement, les BKV installent de ces nouveaux appareils dans la région. À terme, ils devraient permettre de mieux gérer sa consommation en électricité et donc de la faire baisser si possible. Cette mesure fait partie de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération, entrée en vigueur en 2018 déjà. À quoi ressemblent ces compteurs intelligents et comment fonctionnent-ils ? Nadia Schmirou nous l'explique. Présents dans chaque bâtiment, ces compteurs enregistrent notre consommation d'électricité. Et chaque année, les fournisseurs procèdent à un relevé. Mais c'est bientôt de l'histoire ancienne, puisque les smart meters ou compteurs intelligents commencent à être installés. Ces compteurs intelligents sont une révolution pour les consommateurs qui pourront connaître leurs dépenses en tout temps. Avec l'ancien système, les relevés ne se faisaient qu'une seule fois par année. Maintenant, on peut les voir toutes les 15 minutes en s'enregistrant sur MyBKV. On peut voir sa consommation et on peut détecter les machines gourmandes en électricité et les remplacer. Pour les BKV, ce n'est pas le seul avantage. Il y a aussi beaucoup de gens qui produisent de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques, par exemple. Il y a beaucoup plus de données qui aident et plusieurs pièces de puzzle qui rendent tout le système plus efficient et permettent de consommer moins d'électricité. Pour l'association de protection contre les rayonnements, ce nouvel outil pose problème. Rebecca Meyer enregistre régulièrement les hautes fréquences. Ici, lors de l'envoi des données à BKV, les fréquences ont atteint 4,39, ce qui correspond à la fréquence enregistrée près des antennes de téléphonie mobile. Le problème, c'est que ces ondes reviennent toutes les 15 minutes. Et ces ondes répétitives ont surtout un effet négatif la nuit, parce qu'elles peuvent interrompre notre sommeil, même un sommeil profond, et nous réveiller au milieu de la nuit. Pour Rebecca Meyer, la transmission par la fibre optique peut être une alternative, mais il en existe encore d'autres. ESB à Bienne a aussi trouvé une bonne solution. Ils ont monté les antennes à l'extérieur. Ça veut dire que tous ces compteurs sont dehors avec une seule antenne et les données sont envoyées une fois seulement par jour, ce qui diminue beaucoup la charge en radiation.
Selon les BKV, tous leurs clients devraient voir les smart meters être installés dans leurs bâtiments d'ici 2028. Et voici encore de nouvelles du HC Bienne qui prépare déjà sa prochaine saison. Le jeune défenseur argovien de 18 ans, Niklas Blessing, qui a été l'une des révélations de la saison écoulée, va rester dans le club zélandais jusqu'en 2028. Il a ainsi signé son premier contrat professionnel. Un autre défenseur du HC Bienne, Rodwin Dionisio, a lui été sélectionné pour la première fois dans l'équipe nationale A. L'entraîneur national Patrick Fischer l'a convoqué pour la semaine de préparation en vue des championnats du monde qui se dérouleront en mai en Suède. 15 classes du pays se préparent intensément pour participer au prochain concours de l'Eurovision qui se déroulera dans un peu plus d'un mois à Bâle. Ces élèves auront pour mission d'interpréter une chanson au cœur de la ville à l'occasion du concours. Il y a 3 semaines, nous vous avions déjà parlé du travail de la classe 8A de l'école du Prairie-Terre à Bienne qui se prépare à cet événement avec la chanteuse biennoise Naveni comme coach. Où en est ce projet aujourd'hui? Réponse de Florine Hugentobler qui a assisté pour nous aux travaux de production du futur tube de la 8A. Les élèves sont profondément plongés dans leurs textes. C'était leur devoir de les terminer depuis le dernier atelier. Aujourd'hui, ils les retravaillent et finalisent la mélodie, une expérience très spéciale pour la classe. C'est vraiment une super opportunité qui va leur permettre d'apprendre des choses que je ne pourrais leur transmettre. Composer une chanson avec des musiciens professionnels, c'est une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Les élèves ont travaillé intensivement leurs textes, même en dehors des ateliers, au grand étonnement de l'enseignante. Ils se sont beaucoup réjouis de cette deuxième matinée pleine de musique. C'est super beau de voir comment tout se met en place et de se rapprocher du résultat final. Et on voit par les étapes nécessaires et les choses qu'on pourrait encore ajouter. On a déjà un peu pu écouter la mélodie qu'ils ont préparée et maintenant on peut la retravailler et c'est vraiment cool. Mais aujourd'hui, ils ne travaillent pas seulement sur la mélodie. Avec l'aide du musicien et producteur Samuel Villemier, ils produisent leurs chansons. Il a déjà préparé une base chez lui à la maison sur laquelle se construit collectivement le morceau aujourd'hui. On va vraiment aller dans du détail, quand c'est qu'on fait un break, quel petit instrument, petit son on peut ajouter. J'aimerais bien aussi avec eux faire des trucs qu'ils peuvent enregistrer eux, que ce soit frapper sur une chaise pour ajouter ce son ou faire... En fait, c'est vraiment ça, c'est aller chercher plein de différents sons qui vont habiller cette production et qui vont la rendre vraiment intéressante. Pour réussir à écrire une chanson, il faut rester souple et répondre aux différentes personnalités et désirs des ados, comme nous l'explique la chanteuse biennoise. Elle dirige les ateliers de l'Eurovision dans 4 classes différentes. Je vois que les jeunes sont moins gênés que les plus âgés, ce qui est compréhensible. Les jeunes sont plus ouverts. C'est un peu ça la différence. Mais avec les plus âgés, on peut entrer dans des détails plus spécifiques et ils retiennent un peu plus de choses. Maintenant, leur chanson doit encore être entièrement enregistrée et produite. Pendant ce temps, pendant les cours de gymnastique, la classe s'entraîne pour la performance de scène qui accompagnera la chanson. Tout est donc en route pour assurer la prestation du 15 mai à Bâle. Encore une précision sur notre info d'hier, 1er avril. Non, le Palais des Congrès de Bienne ne sera pas rénové avec des troncs d'arbres de la forêt du Lengholz, comme nous vous l'avons raconté, en guise bien sûr de poisson d'avril. Et voilà, c'est ici que se referme notre journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques instants avec mon invité de l'interview. Il s'agit de l'écrivain biennois Jean-Pierre Rochat qui vient de sortir un nouveau livre très poignant dans lequel il revient sur les premières années plutôt dramatiques de sa vie de jeune paysan à la montagne de Vauflin. A tout de suite.